Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. C'est l'émission spéciale de STV consacrée à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Présidentielle 2025, c'est de 18h30 à 19h50 tous les jours. Ce soir donc, on va à nouveau débattre autour d'une question essentielle sur cette présidentielle à mesure que le processus électoral avance. La scène politique camerounaise s'échauffe autour d'un acteur clé du dispositif institutionnel, le Conseil constitutionnel. Accusé souvent de partialité, aussi de passivité ou de soumission politique, ce Conseil est aujourd'hui saisi de plusieurs requêtes relatives aux candidatures invalidées ou aux irrégularités de procédure ou encore soupçons de traitement inégal. Ce soir, nous posons une question simple, mais certainement cruciale. Le Conseil constitutionnel agit-il comme une juridiction impartiale ou joue-t-il un rôle dans une mise en scène politique bien orchestrée? Pour en débattre, nous recevons, comme il est de coutume, 3 invités de profils et sensibilités différents. Raymond Biri, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dupita. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir à mes respectables copanélistes. Vous êtes le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont la candidature évidemment est portée par le président sortant Paul Biya. Merci d'être là. Marius Guy Jopel et Lombosone, bonsoir. Bonsoir monsieur Dupita, bonsoir à mon copanéliste, à mes copanélistes bien évidemment, et bonsoir à vos millions de téléspectateurs partout de par le Cameroun. Vous êtes du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, le parti de feu Paul Eriquignen. Merci également d'être là. Paul Payer est déjà dans nos studios, il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Il est avocat au barreau du Cameroun et cadre du Social Democratic Front, dont la candidature est portée par Joshua aussi. Le temps pour moi de rappeler d'abord le thème. Droit électoral, théâtre politique, le Conseil constitutionnel à l'épreuve de la transparence. Je rappelle également que vous pourrez tout à l'heure, dès que le signal vous sera donné, nous écrire à travers WhatsApp pour contribuer, participer, poser des questions à cette émission au 673 657 555. On prend la transition et on regarde le reportage de ce soir. Élection présidentielle du 12 octobre, le Conseil constitutionnel entre en jeu. À la faveur du contentieux préélectoral, il dispose d'un délai de 10 jours pour statuer sur les réclamations relatives à l'acceptation ou au rejet de candidature. Ce 28 juillet 2025, à la mi-journée, déjà 14 candidats recalés avaient déposé des recours au bureau du greffier du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, Elections Cameroun a rendu public les motifs de rejet de candidature des 70 recalés à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Maurice Kamto a déposé son recours devant le Conseil constitutionnel. Recalé par Elections Cameroun, le candidat du Manidem espère ainsi une issue favorable pour pouvoir participer en tant que candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre. Déjà, à l'international, les médias s'en donnent à cœur joie. Cameroun, Maurice Kamto, seul véritable rival de Biya, exclu de la présidentielle, titre Le Point. Principal opposant au pouvoir de Paul Biya, l'opposant camerounais conteste sa disqualification, écrit RFI, avec en photo un portrait de Maurice Kamto. Il est peut-être jusqu'ici le grand gagnant de cette élection présidentielle. Bessiping, du Rassemblement des forces écologiques pour la relance de l'économie, est devenu la véritable star de ce scrutin. Entre photos et vidéos, l'homme ne passe plus inaperçu dans les rues, lui qui avait posé sa candidature dans l'optique de mettre la lumière sur une situation le frustrant. On m'avait suspendu injustement. On m'avait suspendu le sol injustement. Au lieu de prendre la chose avec philosophie. Mais c'est chose qu'on a rétabli, non? On a donc rétabli. On n'a pas payé les années. Mais le mois des années que je suis resté, on n'a pas fait de rappel. Alors que j'ai gagné. Seulement laissé les salaires passer désormais. Parce que je prends l'arrêté en novembre. Maintenant, la paix passe. Mais on n'a pas rappelé. Alors que c'est là. Je vous attends. Et l'argent là, c'est plus de 30 millions même. Parce que. Et c'est au trésor. C'est plus.
n'est-ce pas? Je ne peux pas encore que... Ajouter la... D'accord, madame, on fait mon rappel, on enlève mon enquête au trésor, on me donne, n'est-ce pas? Je veux être comme ça, un concours, on me demande encore... L'argent. C'est pas normal. C'est absurde. C'est vraiment absurde. Disant être créancier de l'État du Cameroun à la suite d'une suspension illégale de sa solde, depuis bientôt 4 ans, son cri est parvenu jusqu'aux oreilles d'un magistrat sur les réseaux sociaux. Ce dernier s'est dit disposé à l'accompagner gratuitement dans les démarches visant à récupérer sa solde injustement retenue. Comme quoi, tout chemin mène à Rome. Cette injustice, s'il y en a, soit réparée, que le bénéficiaire de son rappel en profite au moment où on en a le plus besoin. Première question posée à tous les invités. Je dis bonsoir à Maître Payard. Je l'ai dit, il était déjà là, il nous a rejoint. Oui, député, bonsoir. Je m'excuse du retard. Bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs, et bonsoir aux camarades du SDF. À l'heure où la liste définitive des candidats fait débat et où plusieurs requêtes sont examinées, le Conseil constitutionnel est-il encore perçu, selon vous, selon vos partis politiques, comme une juridiction, une instance impartiale? Question à Maître, je commence avec vous. D'accord. Vous n'êtes pas surpris? Non, je ne peux pas être surpris. Quand on vient sur un plateau, on doit être absolument, préparé. toujours prêt. Même si vous vous répondez spontanément. Bien sûr. Oui. Le Conseil constitutionnel, parce que comme vous parlez de cela, on ne saurait dire, ce sont les juridictions qui sont prévues par les textes camerounais dans le processus électoral. Donc à un certain moment, quand on n'est pas satisfait, on peut dire première instance à la première vague au niveau des LECAM. Quand on n'est pas satisfait, on a droit à faire un recours pour voir si on peut examiner les faits, rétablir ce qu'on peut appeler à son égard injustice. Donc pour moi, j'ai le respect pour les magistrats qui rendent des décisions. Parce qu'après tout, ces magistrats, nous ne saurons nous mettre à les ridiculiser. Ils ont devant eux les textes et ils ont devant eux leur conscience. Nous allons plutôt dire à ces magistrats chevronnés, parce que quand nous voyons la composition, c'est beaucoup. Certains nous ont enseigné quand nous étions à l'université et tout consort. Nous disons seulement qu'ils essaient d'appliquer, au regard des faits, les textes d'une manière froide, d'une manière équitable. Parce qu'à voir les bruits qui se passent de part et d'autre, il y en a qui disent que si tel n'est pas, rien n'ira, qu'ils essaient de suivre la voie du peuple, mais qu'ils essaient de statuer selon ce que disent les faits et en application des textes en vigueur dans la République. Donc pour moi, je me dis que ceux qui ont été recalés, je leur souhaite bonne chance. Déjà, les recours ont été déposés, tout part des recours, parce qu'il ne suffit pas de déposer un recours, il faut déposer un recours bien motivé, avec les éléments de fait et de droit. Je crois à ce niveau, ces magistrats qui sont bien dotés de l'outil juridique, qu'ils essaient d'examiner sans moindre... et qu'ils soient un peu... Je convoque leur mansuétude. D'accord. Qu'ils comprennent qu'on peut parfois... Bon, je précise que, en fait, je voudrais savoir, je pose la question au juriste que vous êtes, j'ai rappelé, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Tout à fait. Le Conseil constitutionnel peut également s'auto-saisir éventuellement des requêtes qui n'ont pas été... qui n'ont pas été rejetées. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas encore de candidat définitif. Il y a des suspens. Nous sommes toujours en préparation, c'est pas parce que... Parce que je voulais demander si le SDF dort sous ses deux oreilles. Nous ne dormons pas sur nos deux oreilles, parce qu'à tout moment, le Conseil peut examiner... Peut vous réveiller. Non, il faut. Nous sommes prêts. Tous les conseils juridiques nationaux du SDF, nous sommes prêts. Nous serons sur Yaoundé pour voir. S'il y a une brèche, nous allons essayer de soutenir notre candidat. D'accord, merci. Raymond, sur la partialité ou l'impartialité de cette juridiction. D'abord, dans le souci de démocratie apaisée qui est prôné par le chef de l'État, il faut féliciter le SDF
Jusqu'ici, il n'y a pas un bruit chez eux. C'est une validation qui est... Et ils sortent de loin aussi, il faut le reconnaître. On sort de loin. Ils ont peut-être assaini l'environnement bien avant. Sincèrement, honnêtement, félicitations à votre candidat. Merci. Voilà. Alors, le Conseil constitutionnel, impartial ou partial. Et il faut savoir d'abord que rappeler le contexte, c'est la deuxième élection présidentielle avec le Conseil constitutionnel tel qu'il est aujourd'hui. Absolument. Et quand on regarde l'expérience de 2018, où le Conseil constitutionnel faisait ses premiers pas, les 11 sages ou les 11 juges, s'il faut dire ça comme ça, on n'a pas eu ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire lors du contentieux préélectoral, parce que c'est après qu'on a le contentieux post-électoral, celui qui est venu justement après les élections, qu'on a vu comment est-ce que le Conseil constitutionnel travaillait. On a pu voir ces images durant toute la journée en direct, comment les plaidoiries des partis se faisaient. Le Cameroun était tout captivé, tout mobilisé à vivre cette première expérience des débats au Conseil constitutionnel. On est sorti de là avec des expressions comme irrecevables, cela entrait dans les langages, dans l'opinion, etc. Pour dire que, et nous sommes sortis de là avec plus ou moins satisfaits. Le plus important, c'est que les institutions ont continué à fonctionner. La République a continué à fonctionner. Et 7 ans après, nous sommes à une nouvelle élection présidentielle. Comme pour dire que sur la base de 2018, nous pourrons d'emblée dire que le Conseil constitutionnel a quand même montré des garanties d'impartialité. Parce que le Cameroun n'est pas tombé au lendemain de 2018. Il y a eu des protestations, des contestations relatives, mais qui portaient sur des féminins, et cela n'a pas remis en question cette institution. Maintenant, nous sommes en 2018. Il faut faire confiance à ces 11 sages du Conseil constitutionnel. Ils n'ont pas encore rendu leur copie, mais je suis sûr que c'est un processus qui est engagé. Je suis sûr que sur la base des allégations des uns et des autres, et eux-mêmes sur leur sagesse et sur la base d'un certain nombre d'éléments qu'ils vont convoquer de par le MINAT, de par les statuts règlements intérieurs des partis et de par les décisions de justice pour certains partis qui sont arrivés jusque-là, je crois qu'ils vont dire le droit. Pour le plaisir de tous les Camerounais. Marius. Bien évidemment, à la suite de mes copanélistes, nous dans le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, nous n'avons pas d'autre choix, forcément, puisque c'est la dernière étape. C'est celle du recours au niveau du Conseil constitutionnel. Mais il faut rappeler, tel que l'a dit le représentant du RDPC, Raymond, que c'est sa deuxième expérience en tant que juge électoral. Et tous les événements, du moins tous les débats qui sont passés en 2018, nous ont quand même montré ou démontré, pour ceux qui en doutaient encore, que le Conseil constitutionnel, de par sa composition même, pourrait prendre en considération pratiquement toutes les doléances des différents acteurs du jeu politique au Cameroun. Maintenant, je le disais également tantôt, le fait même qu'on ait choisi un Conseil constitutionnel, en fait de l'appeler Conseil constitutionnel et non Cour constitutionnelle, est également un indicateur de la transversalité et de la pluridisciplinarité pour essayer de regrouper toutes les sensibilités, également sociologiques, et permettre à ce conseil-là non seulement d'être constitué non seulement de juristes, mais également d'autres sages qui viennent d'autres corps de notre société. Donc, pour le mouvement patriotique que je représente ici, le MPCN, nous n'avons aucun doute qu'au soir du 11 août prochain, nous serons rétablis. Le candidat Chewa David Damiel sera rétabli dans ses droits et nous pourrons enfin préparer les élections comme il se doit. Quel est le motif qui vous a été opposé pour le rejet de votre candidature? C'est hélas toute la surprise parce qu'en réalité, après la parodie qui nous a été offerte samedi dernier, après la publication de la liste par le Conseil électoral, on a été surpris de constater que non seulement ELECAM, via son Conseil électoral, fait preuve d'une certaine légèreté dans le traitement des dossiers, mais également même au niveau du libellé des motifs. Parce que quand on parle de pluralité d'investiture, cela suppose que le parti lui-même, ou bien la personne qui est habilitée à investir un candidat pour le parti, aurait soit signé 2 investitures ou plusieurs. Ce n'est pas que quelqu'un, comme c'est le cas chez nous au MPCN, un ex-camarade qui a été exclu, s'est auto-investi, n'a pas payé la caution, parce que quand on sommes allés au Conseil constitutionnel, déposé le recours, on a pu voir son dossier, pas de caution,
son dossier manque de beaucoup d'éléments, mais que le Conseil électoral n'ait pas pu prendre le soin, comme il a fait pour le RDPC par exemple, qui avait 2 candidats, Léon Tellier et M. Paul Biya, de scruter les différents dossiers pour véritablement ressortir l'imposture de cet individu qui s'est autoproclamé président et s'est auto-investi. Cela dit, à ce stade, maître, dans le processus tel qu'il était entamé depuis l'annonce le 11 juillet dernier ou du moins depuis la convocation par le président de la République, par décret, pour vous, le jeu juridico-politique vous semble-t-il un franc jeu? Les différents acteurs, j'ai envie de dire, sont-ils à la hauteur? Jouent-ils selon les règles? Qu'ils soient des organisateurs et des CAM, MINAT, associés, désormais conseil constitutionnel, mais vous aussi, les acteurs politiques, les hommes politiques, les médias, la société civile, est-ce que dans l'ensemble, vous avez le sentiment que la sérénité, pour l'instant, est observée dans ce processus? Oui, monsieur le député, déjà avoir la flopée de candidatures, parce qu'il faut voir, depuis beaucoup d'élections, on n'a pas vu l'affluence qu'on a constatée cette fois-ci, 83 postulants. De part et d'autre, nous avons constaté, certains, c'est comme s'ils prenaient un peu cette phase comme un jeu, parce que certains sont allés, peut-être comme à la veille, tout à l'heure, il y a un documentaire qui passait là, une exposition, où celui-là qui est passé pour être un bon amuseur public, peut-être il y allait pour améliorer son CV désormais, pour dire à un certain moment j'ai été postulant aux candidats. Ils sont nombreux, on ne peut pas les citer. Peut-être surtout pour réclamer son dû. Voilà. Voilà, c'est aussi une piste parce qu'il profite par là pour réclamer son dû. Et il a pu recouvrer peut-être une partie, c'est déjà quelque chose. Donc il y a entre autres beaucoup d'autres qui sont allés sans bien se préparer. Je ne veux pas dire, je ne peux pas citer, nous voyons les motifs qui se retrouvent au niveau des rejet des candidatures. Et aussi quelque chose m'habite un peu, me surprend. Nous avons vu des candidats qui, depuis un certain temps, sont passés aux élections. Et à un certain moment, on leur donne le motif défaut de preuves qui sont inscrits sur la liste électorale. Comment des gens qui, depuis, ont été des conseillers municipaux, je cite entre autres le cas de N'Djamène, qui a été déjà conseiller municipal au niveau du SDF. Donc, parmi les motifs du rejet de son dossier, on parle de... Nous l'avons effectivement reçu ici hier, Célestin N'Djamène, qui a d'ailleurs marqué sa surprise. Oui, vous voyez tout ça. C'est autant de choses qui nous surprennent un peu. On se pose la question, est-ce qu'elle est comme à examiner à fond toutes les pièces qu'il y avait, parce que quand on trouvait un truc pareil avec un ancien conseiller municipal, ça interroge. Donc on se dit, quand nous observons cela, nous disons qu'il y a eu un travail fait, mais peut-être toujours il y a un arrière-goût. Aussi avec tout ce que nous avons, vous savez que ce soit au niveau du Manidem et tout consort, la bataille est rude à ce niveau, parce que les gens parlent de montage. Il faut vérifier pour savoir si effectivement il y a eu montage pour que Yebga ressorte pour nuire à la candidature de quelqu'un. C'est autant de choses dans la rue. C'est pourquoi vous voyez dans mon propos liminaire, j'ai supplié le Conseil constitutionnel d'adopter la mansuétude pour pouvoir faire participer autant de candidats qu'on décrit très compétents à ce jeu. Pour que la vérité sorte dans les urnes. D'accord. Mario, ça va, Ramon, sur la même question. Est-ce que vous avez le sentiment que tous les acteurs, jusqu'à ce stade, jouent à fond leur rôle? Dans mon propos liminaire, je parlais tout à l'heure de la défaillance que nous avons observée au niveau du Conseil électoral. Et j'ai avec moi ce plateau, permettrait M. Dipita. Nous sommes tous présents ici, et les téléspectateurs avec nous. Attention. Je vais vous faire tenir là une correspondance du MINAT à mon président, le parti, M. Soler Itonde Emmanuel Lucien, tel que vous pouvez le voir, qui date du 18 mars 2024.
Vous voyez, il prend acte des résolutions de notre Assemblée nationale qui s'est tenue le 19 novembre 2023. Il va sans dire que nous n'avons aucune compétence pour authentifier un document. Non, de toute façon, faites-moi confiance, je peux vous le garantir. Donc, quand on produit de tels documents dans un dossier de candidature, et quand on va sur le site du MINAT, dans l'annuaire des partis politiques, le numéro 200, c'est un PCN. Et le nom et l'adresse de mon président, Soleil Tondès, s'y trouve. Donc, il est le seul qui a reçu le mandat du bureau politique pour pouvoir investir le candidat Shewa David Gessler, un S du SDF. Oui, il a compétit avec Joshua aussi. Effectivement, pour le poste de chairman dans la tête du SDF. Vous voyez, et comme on trouve un plaisantin qui arrive à la dernière minute. Attention. Non, permettez, je le dis parce que en réalité, je ne peux pas permettre qu'on laisse passer des épithètes pas correctes. Non, je dis pas un plaisantin. Vous me comprenez? Non. Vous pouvez pas. aucune... Non, attention, Marius. Ne justifions pas des épithètes qui sont mal placées. Ouais, okay, on les enlève et on poursuit l'émission. On trouve un monsieur qui fait montre d'imposture. Je pourrais quand même le dire quand même. Parce qu'en réalité, écoutez, après... L'affaire est devant la juridiction. C'est elle qui dira s'il y a imposture ou pas. Oui, moi je vous donne déjà des éléments quand même qui peuvent vous mettre sur la piste. Le monsieur n'a pas payé de caution. Par exemple. Si vous estimez que quelqu'un de sérieux qui aspire à être président du Cameroun ne paye pas sa caution, alors là, on pourrait pas être sur la même longueur d'onde. Bon, je vous comprends tout de même. Et je respecte votre plateau. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que quand vous avez donc de tels ajustements, parce que c'est des ajustements quand même qui remettent en question le sérieux que l'on attend de cette élection présidentielle-là, parce que c'est un moment important pour notre nation. Et comme le disait tout à l'heure le représentant du SDF, avoir une multitude de candidatures, 83 quasiment, pour une élection présidentielle, c'est un record. On a l'impression que les Camerounais, tellement ils ont été désabusés, qu'ils prennent à la légère tout ce qui se passe dans ce pays actuellement. Être président de la République, aspirer à gouverner ce pays, c'est quand même faire montre de beaucoup de sérieux et prendre beaucoup de hauteur. Donc nous appelons maintenant le Conseil constitutionnel et nous espérons quand même qu'il dira le droit à laver l'image du Cameroun qui a été vraiment salie par le Conseil électoral qui nous a offert une parodie démocratique samedi dernier. Non. Vous-même, vous dites qu'il y a 2 investitures qui ont été déposées. Monsieur le député, comment quelqu'un peut s'auto-investir? Ça veut dire que le parti fonctionne normalement. Hein? Le parti fonctionne à des activités. Un parti politique a des activités. Vous savez que vous n'êtes pas le seul parti ayant ce... Ah ouais, comment donc justifier cela? Vous voyez donc que quelque part... Le Conseil électoral a, je crois que je vais retrouver le document, publié tous les motifs de rejet. Je vous ai dit, quand on parle de pluralité d'investiture, il faudrait qu'on se comprenne quand même. Bon, là maintenant vous rentrez, c'est pour ça qu'on vous envoie au Conseil constitutionnel. Mais le Conseil électoral aurait pour nous éviter tous ces débats. Non, ils vous ont renvoyé là-bas pour vous justifier. Sur la pluralité d'investiture. Sur la même question. Oui, sur la même question. Je veux dire à son nécessaire de pas très vite se prononcer sur cette affaire. Il faut attendre. Absolument. Oui, jusqu'à ce niveau, à ce stade du processus électoral, 3 acteurs majeurs, dont un se retrouve dans la même organisation, ont été mobilisés. Absolument. Souvenez-vous, le président de la République qui prend un acte, un décret convoquant le corps électoral, c'est une manière lui-même de se soumettre à la réglementation en vigueur, c'est-à-dire à la loi. Après ça, vous avez le MINAT lui-même qui a tenu une conférence, lors de sa conférence semestrielle, qui a rappelé le cadre, le contexte sécuritaire, et il a rappelé un certain nombre de règles au respect des règles du jeu et de maintien de l'ordre et de la sécurité tout simplement. Le 3e acteur, c'est Elecam, à travers sa direction générale et le conseil électoral. Elecam, à travers sa direction générale, a tout simplement, son rôle c'est d'enregistrer les candidatures. Ça veut dire que si vous avez 10 candidats du MPCN, il prend d'abord les 10 candidatures du MPCN. Il ne regarde pas quelles sont les pièces qui manquent, quelles sont les pièces qui sont en trop, quelles sont les pièces qui sont mal libellées. Lui, il enregistre. C'est pour ça qu'il y a eu cette prolifération de candidatures, tout simplement. Et pour moi, cela même est révélateur de la vitalité de cette démocratie représentative que nous sommes au Cameroun. C'est-à-dire, il n'y a pas une discrimination entre le plus petit parti local qui a un ancrage d'arrondissement se retrouve à l'élection présidentielle. Ça, il faut le féliciter tout simplement. Et c'était le rôle d'Elecam d'enregistrer. Et donc, quand Elecam a enregistré jusqu'à 87, 84, 83 candidatures, maintenant, il revenait au conseil électoral. Je dis bien, la direction générale, à travers ses directions régionaux, enregistrait tout simplement. Le conseil électoral, maintenant, lui, il a un rôle de contrôle ou de constat de la conformité des pièces qui sont contenues dans le dossier de candidature. Et le conseil électoral a donc pris, il a examiné aussi
Il a pris 10 jours pour examiner les 83 dossiers. Et au sorti des 10 jours, il a publié la liste de ceux des partis ou des candidats qu'il a pensé qui sont en règle conformément à un certain nombre de pièces qui sont contenues, demandées dans la loi électorale. Maintenant, il y a un motif phare, le motif le plus sérieux, celui de la pluralité d'investiture. Voilà. Et pluralité d'investiture, il a mis ses dossiers tout simplement de côté. Lui, il a fini son travail parce que la loi dit que quoi? Un candidat ne peut qu'être investi soit par un parti politique. C'est ce qu'il dit dans le code électoral en son article 121. Maintenant, soit c'est la candidature indépendante. Et nous connaissons tous les conditions pour la candidature indépendante. Bon, à partir du moment où il voyait 2 investitures, c'est-à-dire 2 partis politiques, il déposait d'abord le dossier. Maintenant, il revient au Conseil constitutionnel qui entre en jeu depuis 2 jours donc de statuer après les recours et les requêtes que certains ont fait, de statuer tout simplement, et maintenant de voir aussi, a aussi une dizaine de jours pour rendre sa copie. Jusqu'ici, je crois que les acteurs ont joué leur rôle, que ce soit le président de la République, que ce soit le MINAT, que ce soit l'ECAM à travers sa direction générale et son conseil électoral tout simplement. Moi je pense que pour vous n'est même pas un problème. Vous nous avez montré un document d'un congrès ou d'une assemblée générale. Oui, le MINAT prend. Oui, maintenant, il faut savoir que, on va peut-être revenir là-dessus. Qui vous dit que votre challenger n'a pas aussi une décision de congrès? Il ne l'a pas. Bon, ça à vous de voir dans le conseil. Ils vont certainement décider, mais je veux dire que vous avez parlé de la transhumance à ce stade. Il a été adversaire au SDF contre Joshua aussi, et puis il se retrouve candidat moins d'1 an après. Donc je veux dire que ils ont certainement des éléments là-bas pour tabler sur cette question. Députat, sauf que pour le RDPC, ça n'a pas été fait. Moi, je voulais rappeler à M. Oui, mais le RDPC... Les 2 investisseurs. Non, si le vous me donnez 10 secondes, je peux vous expliquer la situation du RDPC. Ce serait bien de lui répondre. Oui, parce que le RDPC, nous, en fait, comment on désigne les candidats à une élection présidentielle telle que c'est fixé dans les partis, la désignation passe soit par les statuts. Ça a été le cas chez nous, RDP. C'est-à-dire, nous, on a eu la chance que nos déventions, il a ça intelligent de dire que notre président national est le candidat à l'élection présidentielle. Statutaire, en tout temps, en toutes circonstances. La question a été réglée chez nous par les statuts. Ce qui fait que quand nous sommes arrivés, le Conseil électoral a regardé, M. Paul Biya a investi, oui, M. Télé Onana, qui l'a investi? On n'a pas vu de lettre d'investiture de M. Télé Onana par les organes dirigeants du RDPC, tout simplement. Or, par contre, il y a d'autres modalités d'investiture. Ça, c'est dans les partis comme les vôtres, où parfois ça passe par une convention, par un congrès, etc. Maintenant, s'il y a eu plusieurs congrès, il y a un congrès dissident, chacun a sa décision, chacun a déposé au MINAT, il va de soi que ça donne lieu à tous ces désordres. Sur le bureau politique qui donne mandat, en fait, je vois celui. Et il a donné mandat à M. Soleil Tondé. Je ne vais pas entrer dans votre cuisine interne. Moi, je m'en tiens au RDPC. Vous m'avez posé la question. Donc, on peut que Télé, on n'en a pas d'investiture de notre parti. C'est pour ça qu'automatiquement, M. Paul Biya est passé. À chacun, selon vous, la saisine du Conseil constitutionnel est-elle réellement accessible à tous les candidats recalés? Avez-vous des difficultés? Je veux dire que personne n'a... Vous pouvez commencer, Mario, si vous voulez. À ce niveau, je pense quand même que nous pouvons saluer quand même l'organisation qui est faite à ce niveau. D'accord. Il n'y a pas de discrimination. Il est accessible à tous les candidats. Les recours sont déposés dans une saine ambiance. On a pu le voir également durant tous les dépôts qui ont été faits. Donc, à ce niveau, nous sommes sereins. Vous direz pareil? Je dirais pareil, il y a 3 cas qui peuvent le prouver à suffisance. Et le Conseil constitutionnel ne s'est pas limité à enregistrer les requêtes des partis qui avaient candidaté au niveau du Conseil électoral, mais même à enregistrer des requêtes des personnes tierces, de tierces personnes, qui n'avaient pas préalablement, vous voyez, monsieur du UPC, Pierre Balek, voilà, qui lui-même n'a pas candidaté, Yaya Bello contre nous, mais le Conseil constitutionnel a reçu d'abord cela. Oui, et il va tout simplement statuer et voir les allégations qui sont à l'intérieur de ces requêtes. Bon, pour moi, vraiment, il n'y a pas de problème à ce niveau. D'accord. Maître, vous direz pareil? Oui, bon, c'est en principe les voies de recours. La justice est souvent ouverte à toute personne. Donc, toute personne qui a un préjudice, il a le droit de demander, si déjà à une première étape, comme au niveau du conseil de l'ECAM. Si ça n'a pas marché, normalement,
il doit introduire un recours. Et je crois qu'à ce niveau, c'est la liberté au niveau de la justice. Le Conseil constitutionnel va apprécier. Donc, pour l'essentiel, les requêtes tournent autour de délais d'investiture, de non-paiement de caution, les 30 millions pour certains, sont des éléments pertinents. Oui, ce sont des éléments pertinents. La première, pour le versement du cautionnement, on peut comprendre tout de suite que les candidatures qui s'inscrivaient dans une dynamique de buzz ont été recalées tout simplement. Ceux qui venaient faire le buzz maintenant. Deuxièmement, pluralité d'investiture. Cela est révélateur du dysfonctionnement dans un certain nombre de partis tout simplement aussi. Ça, il faut le dire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dysfonctionnement dans le sens où quand vous regardez l'UPC, vous regardez le Manidem, vous regardez le MPCN, et vous regardez le MP, vous voyez le MP, vous allez voir que tous ces partis politiques ont des antécédents de querelles de leadership. Tous ces partis politiques sans réception. Et donc, le FSNC a découvert sa querelle. Voilà, a découvert sa querelle en plein processus. Vous voyez que tous ces partis, personne ne me dira le contraire, ont des antécédents de querelle de leadership ou de dirigeants tout simplement. Et donc, voilà pourquoi ce qui a donné lieu à ces rejets pour double investiture. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi assez souvent, c'est qu'il suffit que quelqu'un se plaint dans un parti de l'élection d'un autre comme président et qu'il a été membre du directoire ou membre je ne sais pas quoi du comité central ou membre, lui va faire aussi son congrès avec 2, 3, 4 personnes et c'est comme ça que lui aussi dépose les PV, les résolutions de ce congrès-là au niveau du MINAT et peut se prévaloir d'être le président de ce parti, ce qui donne tout ce désordre-là tout simplement. Et chacun à ce niveau, c'est pour ça que vous avez retrouvé l'UPC avec 3 investis, le MPCN, vous êtes sur ce plateau avec 2 investis, le MP avec 2 investis, le Manidem avec 2 investis. Si ces partis n'étaient pas des partis qui avaient des antécédents, j'allais comprendre que quelque part il y a eu problème. Peut-être il y a eu impartialité dans le traitement des dossiers. Non, il n'y a pas d'antécédent. Je vous ai dit, M. Télé n'a pas de lettre d'investiture. S'il avait une lettre d'investiture, il devait avoir problème. Cela était révélateur de problèmes aussi chez nous. Mais il n'a pas de lettre d'investiture. Bon, voilà ce qui explique ces pluralités d'investiture là tout simplement. Maître Bayer. Oui, effectivement, comme on constate dans beaucoup de cas, le motif de rejet, ça porte sur les doubles investitures. Bon, c'est ça, effectivement, dans les partis. C'est comme mon co-panéliste ici, je suis fier, j'encourage votre candidat à avoir la chance de continuer parce que lors de notre congrès, ce n'était pas facile. Au Palais des Sports, ce n'était pas facile. Et il était bien armé pour faire sa campagne, avec toute une escorte et tout consort. Je me rappelle ce jour. Bon, quand je l'ai retrouvé là, ça me fait fier. Qu'on se retrouve dans l'arène pour continuer. Bon, chez nous, on a la chance. Vous dites que ce n'est pas facile dehors. Bon, ça peut être aussi facile dehors, comme ce n'est pas facile dedans, parce que dedans, ce n'était pas facile. On a failli aller aux éclats de voix et tout consort. Aujourd'hui, le SDF est sorti sans avoir tellement des anicroches. Je remercie même les populations, les camarades qui ont pu choisir. Joshua aussi. Et à un certain moment, les gens ont voulu créer une querelle de bouffons en disant voilà, on a haussé la caution pour empêcher aux autres d'aller. Vous croyez que si Chewa était encore avec nous, mon cher copanéliste, je ne sais pas 50 millions qui pouvaient manquer. Bon, certains laissent leur cuisine interne pour s'occuper des partis. Vous dites, voilà, vous avez... C'est le NEC, ce n'est pas aussi qui a fixé les 50 millions. C'est le NEC qui a décidé. Il n'a fait que subir et il a déposé et c'est dans les caisses du SDF. Donc, nous disons chez nous, je remercie Dieu qu'il n'y ait pas eu parce qu'à la veille de cette phase, il y a eu quand même accalmie. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans le SDF, c'est ceux qui ont l'esprit du SDF. Ceux qui vivent pour le SDF et qui veulent que le SDF sorte la tête de l'eau. Le SDF revient comme le sphinx. Donc vraiment, je dis merci et je donne mes encouragements à Chewa. Sur la récurrence
motif des requêtes? De toute façon, quand on essaye de faire une lecture qui émettra des motifs de requête, on se dit quand même que quelque part, il y en a qui sont justifiés, qui sont justifiables également. Moi, je reviens sur celui qui nous a été administré, qui est celui de pluralité des investitures, pour dire que même dans le libellé, sémantiquement parlant, cela ne fait pas sens, parce que nous ne voyons pas quelqu'un de sérieux qui voudrait aspirer ou bien à la magistrature suprême qui investirait plusieurs personnes pour nuire à sa candidature, à son propre parti. Là, il y a quand même matière à, tout au moins, à attirer l'attention du Conseil électoral pour les prochaines échéances électorales, de veiller à ce que le dépouillement ou l'examination des dossiers de candidature soit un peu plus minutieuse et que nous n'ayons plus de tels motifs, parce que ce n'est pas un motif qui grandit le processus en lui-même. Est-ce que ce motif, surtout ces deux-là, double investiture peut-être moins, mais surtout manque de cautionnement, est-ce que ça ne traduit pas également l'état d'esprit de l'environnement politique camerounais? Je veux dire que, évidemment, ça ne fait pas sérieux qu'une organisation politique se retrouve avec deux candidats potentiels qui vont jusqu'à déposer le dossier. Qu'on arrive à ce niveau, on sait qu'il faut déposer un cautionnement, mais qu'on ne le fasse pas. Est-ce que ça ne renvoie pas l'image d'une société, d'un environnement politique qui doit se remettre en cause, Raymond? Oui, vous le dites, c'est-à-dire ce sont des raisons qui peuvent être saisies pour repenser même l'organisation de l'élection présidentielle au Cameroun. Mais nous avons décidé que nous sommes une démocratie. C'est le choix que le président Paul Biya a fait depuis 1990, lorsque, avec l'avènement du multipartisme, aujourd'hui, tout le monde, tous les partis peuvent concourir au suffrage universel. Maintenant, la théâtralisation de la candidature pour l'élection présidentielle dont qu'on vit aujourd'hui en 2025, est-ce que cela remet en question, donc, pour revenir à votre question, est-ce qu'il ne faut pas voir, est-ce qu'il ne faut pas revoir les conditions ou les conditionnalités des candidatures? Je dis que non. Vous savez, en 2018, la caution c'était 5 millions. Oui. La caution n'était pas 30 millions, c'était 5 millions. Par contre, en 2018, le Conseil électoral, il est quand même enregistré, je crois, une vingtaine de candidatures seulement. Et au sorti des examens de vérification des dossiers, de conformité des dossiers, on a eu 9 candidatures. Vous voyez, j'ai même envie de dire que, en fait, la prolifération de candidatures pour cette élection 2025 est due à l'éducation, à la juridisation de la société camerounaise, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tellement les gens, la société, tous secteurs confondus, ont pris conscience à la chose juridique, à la chose politique, que les gens ont compris en réalité que même si je porte une chemise avec un élément à l'intérieur, elle est quand même d'abord prendre à cause des débats qui ont eu cours, parce qu'on a expliqué aux Camerounais comment le processus se passe. Déposer d'abord. Déposer d'abord. On verra la suite. On verra la suite. Sinon, comment vous expliquez qu'en 2018, moi je comprends ça comme si les gens ne comprenaient pas, c'est dû au débat que nous avons eu durant 7 ans. Et ça, il faut tirer aussi un coup de chapeau aux partis politiques, pourquoi pas, qui à tout moment ont mis des débats de droit, des débats politiques, vous aussi les médias, qui avaient contribué à populariser tout simplement les questions de société, surtout les questions autour du droit et de la politique. C'est comme ça que moi j'explique ça à tous. Chacun a compris, même n'importe qui au quartier a compris que, en réalité, une candidature de dossier pour l'élection du président de la République, je peux faire une chemise, je mets 2 éléments, je viens le lundi, je dis que je complète mardi, on prend d'abord. Vous voyez un peu. Bon, je pense que c'est une avancée démocratique, tout simplement, surtout dans une démocratie représentative avec un système multipartiste. Si on était dans un système bipartiste, on aurait compris qu'il faut encore restreindre, prendre des mesures pour restreindre tout simplement. Marius? Je pense pas. Moi, je pense pas. Je ne dirais pas comme Raymond que nous assistons à une avancée démocratique, parce que la réalité, comme je le rappelais tantôt, nous sommes à un tournant assez important de l'histoire de notre pays. Nous sommes pratiquement à la fin d'un règne, qui est celui de M. Biya. Et après autant d'années où les partis politiques ont passé du temps à éduquer des masses, on devrait plus se retrouver avec une telle folklorisation du fait électoral. Parce qu'on a l'impression là que nous sommes plus dans les faits divers. Et même, il y a des suspicions d'instrumentalisation qui planent encore sur cette élection présidentielle. Parce qu'à la réalité,
Comme nous le disait tantôt, on ne peut pas passer d'une caution de 5 millions à 30 millions, connaissant la difficulté qui est celle des Camerounais aujourd'hui pour joindre deux bouts, et qu'on retrouve autant de candidatures, de dossiers de candidatures déposés. Tout simplement. Ça veut dire que la prochaine fois, on passe à 50 millions. Ça doit être aussi un label pour un filtre. Oui, un indicateur, forcément. Normalement, parmi les motifs de rejet ou de recalage qu'on devrait appliquer en premier lieu, il faudrait, pour essayer quand même de ressortir le sérieux de candidat, sur le paiement de la caution. On devrait le mettre en premier lieu parce qu'en réalité, il y a tellement de personnes qui... Justement, la question est de savoir si ça ne donne pas l'impression, au regard des requêtes, d'un environnement politique qui se laisse un peu aller à la facile. Oui, mais c'est le cas. On parle même de la société camerounaise en réalité. Vous faites bien de poser cette question, M. Pita, parce que c'est la société tout entière qui aujourd'hui fait montre de légèreté face à de nombreux phénomènes. Regardez pratiquement, prenons le cas, le nôtre pratiquement. Vous voyez, on a des personnes, un parti politique, des militants qui se préparent pendant 7 ans pour aller à une élection présidentielle, qui mobilisent des fonds, qui font des réunions stratégiques et autres, et qu'à la dernière minute, un de leurs frères se décide, comme on le voit partout dans tous les secteurs de vie au Cameroun, de nuire à cette candidature juste parce qu'il se dit, ok, si je ne fais pas partie du projet, mieux tout le monde que ça se gâte. Vous voyez, c'est ça l'identité camerounaise aujourd'hui, c'est la mentalité camerounaise aujourd'hui. Et là encore, c'est le résultat d'une paupérisation permanente qu'a entretenu le régime du RDPC pendant pratiquement 43 ans. Maître Payer. Oui, monsieur le député, tellement au Cameroun, on a multiplié les partis politiques. La liste ne s'arrête pas. Plus de 300. Je ne sais pas, 300, 360 même, ça va aller jusqu'à 400. Donc quand il y a autant de partis, parce qu'on ne limite pas au Cameroun, ça donne aussi cet engouement, cette flopée de candidatures jusqu'à 83. Et bon, on a sélectionné, on est aujourd'hui à 13 plus ceux qui ont fait le recours. En attendant, voir si ça peut passer. Et il faut que ça passe parce que les Camerounais ont envie de voir presque tous les Camerounais compétir. Bon, aussi, ce que nous observons, certains se sont réveillés comme ça, comme du coup on se réveille par un sursaut. On n'a pas pris le temps de préparer le dossier de candidature depuis des lustres. Pour nous, SIF, immédiatement après 2018, on s'est mis au travail pour bien ficeler et façonner notre façon de pouvoir postuler. Ça se fait de cette manière et ça allait jusqu'à ce niveau. Je crois que c'est autant de choses que beaucoup d'autres partis, beaucoup d'autres personnes, les candidatures indépendantes, surtout là-bas, ça a été vraiment la catastrophe. Parce que, ah oui, tout le monde, je crois qu'on n'a retenu aucune candidature indépendante. Reçue, et je ne sais pas, ça amène à nous interroger. Est-ce que les autorités compétentes pour signer ça n'existent pas dans les 10 régions? Donc, toujours est-il, comme nous sommes en train de débattre et comme nous débattons là, effectivement, comme dit le panéliste et mon co-panéliste du RDPC, les gens prennent de l'envie quand ils suivent les débats politiques. Parce qu'à l'heure actuelle, presque à 16 heures-ci, vous allez voir les gars attroupés au niveau des téléviseurs pour suivre. Et ça donne une certaine culture politique à tous les Camerounais. Je crois que cette fois-ci, ce n'est plus comme avant, où les dirigeants disaient, on va voter, ça va changer quoi. Beaucoup sont aujourd'hui préparés pour pouvoir. Et parmi ceux qui se préparent à voter, d'ici peut-être 2032, il y aura encore peut-être plus si on n'essaie pas de serrer l'entrée. Parce que aussi quand on prend trop là, ça essaie d'être... On a l'impression que les conditions ne sont pas si rudes. Les conditions rudes, ce n'est pas au niveau des montants. Parce qu'on pouvait bien rester même à ces 5-10 millions. Ça se passerait toujours très bien. Les Camerounais aujourd'hui n'ont pas assez de moyens pour le faire. Bon, mais il faudra qu'à l'avance, quand les gens essaient de penser à pouvoir postuler, qu'ils se préparent longuement pour ne pas être surpris. Vous avez vu certains, ils arrivent là, ils ont oublié tel bulletin, ils confondent tel bulletin numéro tant en numéro 1. Vous voyez tout ça. Bon, il faut que les Camerounais aussi pour venir prochainement, pour que ce ne soit pas comme si c'était un amusement, qu'ils se préparent mûrement dans les délais. Vous gardez la parole pour la prochaine. Ah oui, vous voulez rebondir? Je voulais rebondir 10 secondes.
à M. Sonnet du MPCN. Voilà, le MPCN. Écoutez, si on resserre, ça ne sert à rien de resserrer. On a fait le choix d'un système électoral multipartiste. Si on resserre encore plus les conditions, vous allez voir que les partis comme les vôtres ne seront jamais à une élection présidentielle. Je prends le cas, au bout de 10-15 ans, vous allez voir, si on resserre davantage, le système va aller et on va se retrouver dans un système bipartiste tout simplement, ou un système multipartiste de 5 partis maximum à une élection présidentielle. 5 partis maximum. Si vous dites que nous ne serons pas là? Oui, parce que, non, vous êtes un parti dont l'envergure est locale. Ce n'est pas vous insulter quand je dis ça. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas d'accord, mais continuez. Bon, nous ne sommes pas d'accord, mais les faits sont là. Quand vous regardez même en France, il y a très peu de partis d'envergure locale qui vont à l'élection présidentielle. Hein. Il y a très peu de partis, très peu. Ceux qui arrivent là, les petits partis, ils sont les partis de secteur. Le parti ouvrier, le parti écologiste, le parti... Mais des partis qui ont quelques conseillers municipaux dans un arrondissement ne viennent pas à l'élection présidentielle. Ils assument leur statut parce que dans un système très serré, les conditions sont très... Ils assument tout simplement qu'ils sont des partis régionaux. Ils viennent pas. Au Cameroun, on a quand même eu qu'on a ouvert. Mais pas tellement, parce qu'il y avait 19 partis seulement qui pouvaient investir. 19 partis qui avaient des élus, je pense bien. Je vous pose une question simple, sans vous faire insulte. Même si M. Tchewa était rétabli, vous le voyez battre seulement le SDF dans votre localité. Non, battre pour ce Paul Biya. On vous le bat. Vous voyez, nous tous on arrive, vous avez ri. Raymond a répondu à la question que je voulais poser, donc je la pose aux autres panélistes. Faut-il davantage resserrer ou laisser ouvert? Non, je pense qu'à un moment, M. Ipita, il faut quand même à un moment resserrer. Il faut resserrer parce que, comme je le disais tout à l'heure, au départ, nous avions 19 partis qui avaient des élus, étaient à même d'investir les candidats pour l'élection. Après 19 partis, on se retrouve à 83 candidats. Oui, mais il y a aussi la possibilité des candidatures indépendantes. Nous savons tous que contextuellement, c'est très difficile de recueillir 300 signatures. Nous savons tous quand même. Mais bon, ça a quand même donné lieu à un engouement historique. Parce que c'est un nombre qui quand même bat tous les records. Toutes les élections présidentielles au Cameroun. Resserrer peut-être pour essayer de réguler mieux, de mieux réguler. Mais pas resserrer juste pour resserrer, parce qu'en réalité, il faudrait également ouvrir pratiquement toutes les couches sociales à la vie politique, parce qu'on a eu l'impression, toutes ces dernières années, qu'on avait développé une espèce d'élitisme, c'est-à-dire la classe politique était tout simplement composée de personnes issues de certains milieux, que je n'aimerais pas bien évidemment décliner sur ce plateau. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit quand même des ouvriers comme à l'époque, ce fut le cas à l'époque, des enseignants qui aspirent quand même à les postes politiques, on voit des benskinners, des mototaximans, et même des hommes de médias. Hein. Vous voyez vos confrères également qui s'engagent. Et ça, c'est de bonne guerre. Cela quand même démontre de la vitalité, comme le disait tout à l'heure Raymond, de notre vie politique, et nous demandons tout simplement que cela soit perpétué et pérennisé dans les prochaines années. Maître, doit-on resserrer ou laisser en l'état, ou mieux davantage ouvrir? Bon, si on laisse en l'état, je crois que il y aura comme une divagation. Qu'on essaie seulement de dire l'État, bon, celui qui va prendre le règne par la suite, qu'on essaie déjà de cantonner un peu. Parce qu'au fur et à mesure que les partis sont... Vous voyez des partis qui sont créés, mais le lendemain, ils n'existaient plus. C'est-à-dire quand les élections passent, ces partis disparaissent. Ils n'ont pas eu d'élus quelque part. Vous voyez, ce ne sont pas des partis qui ont pignon sur rue. Et avec tout cela, ça amène à croire que les gens s'amusent un peu. Or, il y a des partis historiques qui sont là. Bon, c'est vrai, certains partis historiques vivent vraiment un calvaire, parce qu'un parti comme l'UPC, qui est vraiment l'un des tout premiers partis bien assis au Cameroun, c'est qu'on voit aujourd'hui se jouer à l'intérieur, vraiment ça laisse à désirer. Donc c'est le temps que les Camerounais puissent en interne dans les partis essayer d'être sérieux. Être sérieux. S'il y a vraiment pour faire candidater quelqu'un, s'il faut aller à un congrès, à une convention, à une assemblée que ces partis respectent. Donc vraiment,
Tout simplement, les gens ont laissé un peu trop de liberté. Voilà pourquoi les Camerounais ont l'impression. Et par rapport à certains, pour eux, bon, les questions, telle n'est pas là, ça ne peut plus donner. C'est autant de choses. Les Camerounais doivent savoir que tout Camerounais, parce que nous avons passé ces 43 ans sous le règne RDPC avec beaucoup de difficultés. Même quand les gens, chacun va déposer là, les 83 candidats, ils se sentent qu'ils peuvent faire mieux que le président actuel. Donc, au bout du parcours, quand les gens souffrent tellement, dans un pays, chacun peut dire qu'il peut le faire. Parce que si nous regardons bien, il n'y a pas eu un concours pour arriver là-bas. Vous savez comment le président, je cherchais le respect pour ce patriarche, il est arrivé comment? Est-ce que c'était un concours d'entrée en sixième ou quoi que ce soit? Le tout premier président lui a dit, bon, tu peux aller, on va... C'était par la voie constitutionnelle. Pourquoi alors? Oui, la voie constitutionnelle, mais ça pourrait être contourné autrement. Nous savons tous. Bon, c'est arrivé. Ce n'est pas un concours en tant que tel, mais déjà il faut mériter travailler dans l'administration pour aussi aller là-bas, comme il a été, parce que je ne dis pas il n'est pas entré comme ça par le plafond. Il a quand même joué, mais à un certain moment, qui pense à savoir qu'il faut changer. Il faut qu'il y ait transition pour une nouvelle génération. Là, pourquoi vous êtes en propagande électorale. Non, pas tellement. Vous ouvrirez, nous viendrons. Bien sûr. Alors, cela dit. Alors, cette actualité autour d'abord du Conseil électoral et désormais autour du Conseil constitutionnel, cette actualité, disais-je, peut-elle avoir un impact sur la mobilisation des électeurs? Je veux dire que, est-ce que ça peut influencer les 8 millions et plus de Camerounais inscrits sur les listes électorales à aller voter, effectivement, ou simplement les démobiliser et se dire, tant qu'à faire, vraiment, on se retrouve encore dans un taux d'abstention relativement élevé, Marius. C'est ce pourquoi nous appelons désormais le Conseil constitutionnel, au moins à faire mention honorable, parce qu'en réalité, on a observé un engouement historique également pour les inscriptions, l'enrôlement des futurs électeurs cette année. On a vu des rangs, des mamans pratiquement qui quittaient le marché pour aller s'aligner pendant des heures pour juste te faire enrôler par les agents de l'ECAM. On a vu également sur les réseaux sociaux un engouement également de la jeunesse même, cette cible électorale qui est pratiquement la plus courue actuellement. Et après la publication de cette liste, quand même, nous avons observé une espèce de temps mort. On est retombé dans les mêmes travers, les travers d'antan, avec des discours un tout petit peu défaitistes qui disaient que le RDPC a encore recommencé. C'est-à-dire les gens qui étaient quand même de créer un lien entre le RDPC qui est un parti bien organisé, structuré, indépendamment de l'ECAM du Conseil électoral, mais ils trouvaient quand même suspicieux que l'on ait éliminé des candidats assez importants. Parce que je ne vous fais pas dire que le candidat Maurice Kamto est un candidat de poids. Le candidat Shewa David est un candidat de poids. C'est des candidats qui sont à même, compte tenu de leur carrure, de leur charisme également, de mettre à mal le candidat du RDPC lors de ces élections. Vous voyez, il y a comme une retombée de l'engouement après la publication de cette liste et nous espérons aujourd'hui, comme nous l'appelons de tous les vœux, que le Conseil constitutionnel rétablira les différents cadors de cette opposition camerounaise dans leurs droits et que, enfin, c'est-à-dire la saine émulation que nous avons observée pendant tout ce temps, puisse retrouver à nouveau les différents électeurs qui iront voter le 12 octobre. Raymond? Bon, pour vous sonner, M. Ochi, M. Cabral, M. Bello, M. Issa Tirouma ne sont pas des cadors pour vous. Nous appelons à l'union des oppositions. Donc. Non, parce que vous avez dit les cadors, c'est-à-dire c'est une élection. Pour ceux-là, ne sont pas des cadors pour vous. C'est mon classement, M. Shewa David, et après M. Kamto. C'est son classement. Voilà, non, c'était pour rire un peu et pour vous titiller un peu tout simplement. Ok. Il faut dire qu'au-delà de l'absence du Manidem, porté par le professeur Maurice Kamto, et qui, j'espère maintenant que la requête est portée au niveau du Conseil constitutionnel, je ne veux pas faire de commentaires là-dessus pour que ça devienne comme un acharnement. Je ne vais pas revenir sur les circonstances qui l'ont mené là. Mais je vais dire, il y a quelque chose parmi les partis ou les candidats qui ont été retenus qu'on ne voit pas. Moi, je suis même, admiratif, je vais vous le dire, de 3 candidats là qui sont entrés.
et qui mobilisent assez la toile. Et ma foi, qui peuvent nous faire, d'ici 10-15 ans, si garder la constance, très vite oublier ce que vous appelez cadeau aujourd'hui. Moi, je suis content. Je ne vais pas m'appesantir sur le choix d'un monsieur qui a 70 ans, et même quand on peut me reprocher l'âge de mon candidat, bon, lui n'est pas passé, mais il y a des jeunes hommes là aujourd'hui, je vois Inram, je vois Sexta Dupal, je vois ça aussi, on peut dire que c'est... Mais vous les titillants les appelant des jeunes hommes, eux ils se sentent suffisamment monsieur bon, pour gouverner le Cameroun. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes, on ne peut pas les retirer, on ne peut pas, c'est la réalité des choses, ils sont jeunes. Pourquoi on ne souligne pas assez ces jeunes qui sont quand même entrés, qui sont de nouvelles figures et qui sont, quand on les voit dans leur déploiement, qui sont assez ambitieux? Pourquoi on ne souligne pas seulement, on s'attarde... Comme Léon Tellier également. Hein? Léon Tellier, non, Léon n'a pas été investi. Par contre, ceux-là ont été retenus par le conseil électoral. Vous voyez un peu, et monsieur Bouga, qu'on découvre, le docteur Bouga, c'est des gens qui ont des idées. Pourquoi on ne regarde pas, on ne souligne pas assez cela? Pour dire qu'en réalité, cela traduit juste, parce que c'est des personnes sérieuses, la vitalité de cette démocratie camerounaise, la renaissance tout simplement, et des acteurs qui vont venir davantage animer la vie politique au Cameroun. Pourquoi il faut s'apitoyer sur le sort de quelqu'un qui a délibérément boycotté lui-même ces élections en 2020 et qui nous a engagés pendant au moins 2 ans dans un débat de mandat impératif, et il n'a pas été constant à la fin. Il jongle tout le monde sur le mandat impératif et va chercher un parti à côté. Et le livre de ses choix. Oui, le conseil va décider de la suite. Je voulais juste souligner qu'il y a de nouveaux acteurs là qui sont séduisants, qui me rendent admiratif, et pour moi j'ai hâte de vivre les 5-10 prochaines années de la vie politique au Paul Payer, sur la mobilisation ou non mobilisation, l'impact que peut avoir cette phase du processus électoral, la phase validation ou invalidation, et puis la phase pré-contentieuse, bref, électorale. Oui, déjà la mobilisation, les Camerounais ont pris conscience désormais qu'il faut aller voter. Je suis seulement un peu surpris par rapport à certaines positions pendant qu'on évolue. C'est comme le co-panéliste du RDPC a parlé tout à l'heure. Bon, on voudrait faire une fixation sur certaines personnes. La politique, ce n'est pas la fixation sur des personnes. La bonne fixation serait sur le programme politique du candidat. Parce qu'avouer qu'un candidat peut être très bien, on dit qu'il n'y a que lui, mais si à un certain moment, il est dans l'incapacité de pouvoir exercer ce qu'il était appelé à faire. Vous allez faire comment? Il faut le programme, c'est ça qui est important. Et je profite de l'occasion pour dire aux Camerounais, le Camerounais du changement, comme on appelle pour certains le peuple du changement, les Camerounais ont souffert et veulent un changement. Donc il est question, en dehors de tel ou tel, les autres peuvent s'unir pour essayer de battre en brèche, essayer de renverser la mastodonte mastodonte RDPC. Ils sont allés jusqu'à 43 ans, ils sont pas rassasiés, ils voudraient encore 7 ans. Vous voyez, 43 ans plus 7, on sera à 50. Donc il est question que les Camerounais, comme ils ont déjà l'engouement pour aller voter, qu'ils votent, et quand ils votent, qu'ils surveillent leur vote. C'est pourquoi l'opposition aujourd'hui, particulièrement le SDI avec toute notre stratégie, nous essayons de former autant de scrutateurs et tous ceux qui seront dans les bureaux de vote pour que tout soit bien vu. Parce qu'à un certain moment, le RDPC couvrait certaines zones où on était absent. Il faudra que toutes les zones au Cameroun soient couvertes. Et c'est ça même qu'on invite des autres partis d'opposition à pouvoir faire une synergie pour que si on n'est pas quelque part, que l'autre surveille. Donc il est question que le vote soit fait et que ce vote soit surveillé. Je crois qu'en le faisant, nous avons vu quelque chose qui s'est passé au Sénégal. Je ne cesse de dire le Sénégal peut se reproduire au Cameroun. Parce qu'à un certain moment, quelqu'un a été absent, quelqu'un a été empêché. Je suis seulement au regret que certains pourraient là, je suis des gens disent, si ce n'est pas lui, nous boycottons. Et ils connaissent les règles du boycott. Le boycott suit quelqu'un jusqu'aujourd'hui. Et quand on n'arrive pas à reconnaître qu'on a commis cette erreur, et on va aller dans d'autres vagues pour revenir, aller dans on revient aux questions du débat de ce soir. Oui. À ce stade, vous direz que la mobilisation reste intacte.
Oui. En termes d'électeurs, je veux dire, le retour qui vous revient, vous avez le sentiment que les Camerounais suivent, sont en alerte, restent mobilisés pour suivre ce processus jusqu'à Raymond. Pour revenir à la question précise sans polémique, il faut d'abord reconnaître et admettre que dans toutes les élections du monde, quels que soient les enjeux, quels que soient les défis de cette élection, la participation varie entre 30 et 60%. Quelles que soient les élections au monde, en France, aux États-Unis. Non, je dis la participation, c'est-à-dire ceux qui vont aller voter le 12 octobre, on sera entre taux de participation 30 à 60%. Quelle que soit la volonté, quel que soit ce que les gens peuvent dire là-dehors. Cas du Cameroun, on aura au pire la moitié iront voter. L'autre moitié va représenter l'abstentionnisme. Toutes les élections du monde, c'est l'abstentionnisme qui est élu. Toutes les élections du monde. Ça veut dire que pour moi, ça va rester figé. Ça veut dire quoi? Tout sera de relever un peu le taux d'abstentionnisme tout simple. En 2018, la moitié des Camerounais ont voté, l'autre moitié n'a pas voté. Et j'ai pu vous assurer que je notais ces jeunes candidats qui sont entrés tout à l'heure, qui sont en quête d'affirmation sur la place publique et sur la scène politique camerounaise. Je me dis, j'ai le sentiment que ceux-là peuvent... Ils font du bon boulot sur le terrain. Ils vous menacent. Vous avez peur? Non, ils ne nous menacent pas. Ils viennent d'entrer. Vous voyez un peu. Au trop, ils vont prendre quelques conseillers municipaux en 2026. Mais je dis, au moins leur contribution peut porter à 1-2% de points de participation, tout simplement, au vu de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux. Ça, il faut le reconnaître aussi. Moi, je pense tout simplement que tout dépendra de ce qui se passera au Conseil constitutionnel. Moi, je pense que l'engouement qu'il y aura pour cette élection dépendra des résultats ou bien des travaux ou des débats qui se passeront au niveau du Conseil constitutionnel. Parce qu'entre-temps, il faut le dire clairement, pour vous qui êtes peut-être aussi comme moi jeune et qui sillonnez la toile, l'attente est tellement grande, elle est énorme. Des partisans du professeur Kamto, des partisans de M. Chewa et d'autres candidats qui ont été recalés et qui disent avoir été recalés, entre guillemets, justement, puisque les affaires ont été enlevées, les recours ont été déposés. Donc je pense que l'engouement qu'il y aura dépendra tout simplement de ce qui se passera après les débats du contentieux préélectoral. Parce que, imaginez, par exemple, je vous prends un cas, que le recours de M. Kamto ne passe pas, que M. Chewa David Gestel ne passe pas au niveau de la zone du Nozo, parce que Chewa David Gestel est très populaire dans la zone du Nozo. Vous êtes plus du Malidem que de votre parti. Non, nous appelons une union des oppositions. Voilà pourquoi nous voulons mettre à mal le régime du RDPC. Avec le SDF aussi. Avec tous les partis. Nous sommes ouverts à tous les partis. Nous sommes ouverts à tous les partis parce que nous pensons également que... si on a bagarré... Avec le RDPC aussi. Oui, non, pas avec le RDPC. Nous pensons tout simplement que nous ne pouvons pas gagner le RDPC si nous ne sommes pas unis. Parce que la réalité, il y aura quand même des vérités stratégiques sur le terrain, de mobilisation, logistique et autres. Pratiquement, dans cette élection, on aura besoin de 30 000 scrutateurs dans les bureaux de vote. Et je ne vois pas un parti qui pourra facilement, à lui seul, de l'opposition, mobiliser 30 000 scrutateurs. D'accord. Il va falloir qu'on soit tous ensemble. C'est la même question. Oui, bon, nous disons que quel Camerounais aille voter. Simplement. Massivement. On prend quelques messages, on va prendre 3 sur ce qu'on a reçu. Bonsoir, sur la toile, il y a un audio qui explique comment le site du ministère de l'administration territoriale a été modifié. En termes de sanctions, maître, je vous interpelle un peu, que peut être la peine qu'encourent les auteurs? Cela peut-il être qualifié de faux et abus de faux? Si on a trafiqué le site de l'AT, et si les auteurs sont découverts, ça constitue une infraction. D'accord. Et il y a un faux, et c'est un faux même en écriture publique, parce que les documents, ce ne sont pas des documents privés. Donc c'est un faux grave, un faux criminel. Oui. Quelles peuvent être les peines? Ça varie entre... Ça varie entre 10 ans et plus. Ok. C'est criminel. Bonsoir STV, soyons sérieux pour le RDPC. Le Conseil électoral a vérifié les dossiers. Pour les autres partis, pluralité, tout simplement. Pour les autres partis, pluralité, tout simplement. C'est pas sérieux, Peggy, depuis Douala. Le dernier message comprend. Bonsoir, juste une question. Si M. Kamto n'était pas recalé par Elecam, aurions-nous des débats chaque soir visant à discréditer les instances en charge des élections?
Pourquoi faire une fixation sur un leader responsable de ses propres turpitudes? Comme ça. Si M. Kono avait fait ombrage à Cabral, aurait-on eu droit à tous ces débats? Alors, cher monsieur, le président de la République a convoqué le corps électoral et nous avons le souci d'informer tous nos téléspectateurs au fur et à mesure que le processus électoral évolue. C'est pour ça que nous avons en toute responsabilité décidé d'organiser nos programmes d'information autour de l'élection présidentielle pour donner le maximum d'informations et permettre à chaque citoyen d'aller voter en toute âme et conscience sans être influencé. C'est la raison pour laquelle ce débat est fait tous les soirs et rien d'autre. Il n'y a aucune autre raison, il faut que ce soit clair. On est à tous les soirs à 18h30, d'ailleurs vous regardez, et certainement que vous informez. D'ici peu, lorsqu'on va lancer la campagne électorale, on va inviter les candidats pour qu'ils viennent chacun faire promouvoir son programme, son projet pour le Cameroun, que vous en soyez informés. C'est notre contribution au débat public, au débat politique, en toute citoyenneté. Alors, je poursuis, je voulais répondre à la première partie. Aurions-nous tous ces débats? C'est répondu. Visant à discréditer les instances en charge. On ne discrédite pas. On surfe sur l'actualité. Aujourd'hui, l'actualité, ce sont jusqu'à vendredi, samedi, il y a d'abord eu convocation du corps électoral, on en a parlé, en quoi ça consiste. Il y a eu dépôt des candidatures, on en a parlé. Il y a eu publication de la liste, la première liste, on en a parlé. C'est l'actualité. Maintenant, au Conseil constitutionnel, on s'interroge sur la pertinence des acteurs et du système pour voir, et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les étapes, évidemment que vous aurez des réponses. Je pense qu'on a répondu à toutes ces questions-là. Je voudrais vous dire merci à vous, Raymond Biri, monsieur le maire, parce que vous êtes un adjoint au maire. Voilà, quatrième, merci d'être venu. C'est un plaisir. Représenter le candidat Paul Biya. Merci à vous également, Marius Guy Olombo-Sonet. Merci à vous, M. Dipita. Demandons à nos militants de rester sereins. Restez mobilisés. Tout se passera bien. Voilà, très bien. Merci à vous, maître Paul Payer, également d'être venu ce soir. Merci, Dipita. Je dis à tous les camarades de se mobiliser. La campagne commence d'un moment à l'autre. Demain, vous serez en compagnie de Léla Rengazeux qui va prendre le relais de la présentation de ce débat jusqu'à la fin du week-end. J'aurai le plaisir et le même engouement de vous retrouver lundi prochain pour la suite. Mais avant, retrouvez déjà Oni Ladonnette et Oriane Donquin à partir de 20h pour le journal télévisé bilingue sur STV. Bonsoir.